Et voici la vidéo règle de la réédition de Mare Nostrum, un jeu de civilisation pour 3 à 5 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de Serge Lager, édité chez Asynchrone. Au niveau matériel, on commence par une carte représentant la Méditerranée au temps de l'Antiquité. Effectivement, Mare Nostrum veut dire notre mer, et c'était l'appellation que donnaient les Romains à la Méditerranée à l'époque. Nous avons ensuite deux petits plateaux individuels, une piste de titre qu'on placera à côté du plateau de jeu comme ceci, ainsi qu'une piste des héros et merveilles qu'on ajoutera au bout. Alors attention, cette configuration, on l'utilisera si on joue à 5, car toute la carte sera disponible. Si seulement vous jouez à 4 joueurs, à ce moment-là, vous allez prendre ce petit plateau et le disposer sur la carte, et il va cacher les territoires appartenant au 5e joueur. Donc comme ça, hop, vous jouez seulement avec le reste de la carte. Et si vous jouez seulement à 3 joueurs, à ce moment-là, vous placerez aussi le plateau des héros et merveilles sur le plateau principal comme ceci, ce qui fait qu'il vous restera uniquement les territoires pour jouer à 3. Nous avons ensuite des plateaux individuels présentant la couleur des joueurs en question. Si vous jouez à 3, vous n'utiliserez que les 3 premiers, c'est-à-dire Rome en rouge, les Grecs en vert et les Carthaginois en noir. Nous avons ensuite, si on joue à 4, qui se rajoutera les Égyptiens menés par Cléopâtre, et enfin, si on joue à 5, on aura aussi les Babyloniens en violet. Chacun recevra aussi le paravent à sa couleur. Effectivement, chacun dispose d'un petit paravent comme ceci, derrière lequel sont représentées la situation de départ de chaque joueur. Nous avons ensuite 5 petites fiches d'aide, chacun pourra recevoir la sienne, qui présente les phases de jeu ainsi que la description des différentes cartes spéciales qu'il y aura dans le jeu. Chacun va ensuite recevoir un ensemble de pions en plastique à sa couleur. Nous avons tous des forteresses qui se présentent de la même manière, triangulaires comme ceci, des petites galères qui se présentent aussi toutes de la même façon, mais chacun a sa propre couleur, et enfin des pions représentant ces armées, ces légions, qui sont différentes pour chaque joueur. Là par contre, ils ont fait un chouette travail d'édition, vous voyez, ils sont différents suivant les peuples choisis. Voilà pour le romain, et enfin le carthaginois. Sympathique, très bien fait. Vous aurez en plus des jetons cartonnés représentant vos pions d'influence sur les territoires. Vous avez aussi des petits jetons ronds, nous allons voir ensuite à quoi ils servent. Et enfin, nous avons aussi un ensemble de tuiles de héros de départ avec la couleur de chaque joueur. Chacun va donc recevoir son héros de départ et le placer sur sa petite fiche individuelle à l'endroit indiqué. Par exemple, Périclès pour les Grecs. Vous avez ensuite plein d'autres jetons qu'il vous faudra trier et disposer à côté du plateau de jeu. On commence par des jetons ronds bleus, il y a des jetons caravane avec un chameau et des jetons marché avec une tente. Nous avons ensuite des jetons carrés orange qui représentent, attention, il ne faudra pas confondre, les grands carrés noirs, enfin avec une bordure noire seront les capitales, avec une bordure rouge seront les cités légendaires, puis nous avons les cités normales ainsi que les temples. Enfin, nous avons des jetons ronds représentant les différentes ressources. Alors attention, ces ressources sont divisées en deux. Nous avons les biens qui sont présentés comme ceci et qu'il va falloir répartir en piles. Attention, il n'y en a pas le même nombre de chaque. Et enfin, nous avons ici les impôts qui, eux, sont tous identiques et qu'on mettra aussi sur le côté du jeu. En plus de ça, vous allez trouver un ensemble de jetons présentant un pourtour de couleurs différent des autres, comme ceci, par rapport à un normal. Voilà, on va faire la différence entre un normal et un pas normal. Eh bien, ceux qui sont pas normaux, on va en prendre, et il y en a donc un de chacune des ressources, et on va bien les mélanger face cachée avant d'en faire un tas qui sera la pioche des biens légendaires. Ensuite, nous avons tout un ensemble de tuiles représentant des bâtiments et représentant des héros. Ce sont les héros et merveilles du jeu. Alors attention, nous avons les grandes pyramides que nous allons disposer sur le plateau de jeu à l'endroit indiqué.
Et les autres, pour une première partie, ça peut changer ensuite une fois que vous connaîtrez le jeu, mais pour une première partie, vous allez tous les mélanger, et après les avoir mélangés correctement, vous allez les disposer sur les cases du plateau de jeu. Et attention, les 5 premières sont en clair, car les 5 premiers seront placés face visible, alors que les autres seront placés face cachée sur les autres cases qui ne sont pas claires. Donc par exemple, comme ceci, et tous les autres face cachée. Il ne doit alors plus nous rester que des dés spéciaux blancs pour les batailles terrestres, bleus pour les batailles maritimes, une tuile spéciale qui servira avec un héros en particulier, nous le verrons plus tard, et enfin 3 jetons de commerce que pour le moment nous allons laisser aussi de côté. Ensuite, nous allons disposer nos provinces de départ. Sur son petit paravent, chaque joueur a une petite carte au centre avec dessinés les éléments qu'il faudra qu'il place sur le plateau. Alors nous avons éventuellement des armées, des forteresses, les marqueurs d'influence, éventuellement des villes. Alors attention, c'est marqué en orange comme ceci, donc là par exemple il faut bien placer ces 3-là, mais par contre quand c'est indiqué avec un grisé derrière, là il ne faut pas mettre de jetons. Donc là ce joueur-là a ici par exemple un marqueur de cité, mais il ne mettra pas de temple à cet endroit-là. Et il faudra aussi mettre peut-être des caravanes et éventuellement des marchés en fonction de ce qui est indiqué sur la petite plaque de chacun, de façon à ce que ça vous donne ceci sur le jeu. Ensuite, chacun va aussi, par rapport à ce qui est indiqué sur son paravent, placer des petits marqueurs sur la piste des titres qui se trouvent ici. Donc là, par exemple, pour le grec, il doit en placer les 2 premiers sur le 4 et le 3e sur le 3. Alors plusieurs pions peuvent se trouver au même endroit, ça n'a pas d'importance. Alors, aussi sur votre plateau est indiqué si vous êtes leader dans une des 3 cases qui se trouvent en haut du plateau. Donc là, par exemple, pour le joueur égyptien, lorsqu'on joue à 4, il se placera en maître du commerce en plaçant un jeton supplémentaire sur cette case-là. Et donc, chaque joueur aura aussi une position. Alors, en cours de jeu, c'est assez simple. Celui qui sera maître d'un titre sera le joueur qui sera le plus avancé sur ces pistes. Alors effectivement, il faudra ajuster ces positions qui correspondent toujours aux unités que les joueurs ont sur le plateau de jeu. Donc c'est très simple. Premièrement, le maître du commerce sera le joueur qui a le plus de jetons bleus, c'est indiqué, les caravanes ou les marchés. Donc là, par exemple, pour le joueur violet, il a dans ses territoires lui appartenant 1, 2, 3, 4, 5 jetons bleus, eh bien il sera disposé en position 5 sur cette piste, tout simplement. Donc en début de partie, cette position correspond à ce qu'on a déjà placé. Ici, ça va être le maître politique, le leader politique, et le leader politique, ça va être pour les carrés jaunes. Donc là, par exemple, toujours pour le joueur violet, nous avons 1, 2, 3 marqueurs, il est donc placé en 3e position ici. Enfin, nous avons le leader militaire qui va correspondre tout simplement aux différentes unités militaires que l'on a de placer sur le jeu. Le joueur violet, il a 2 unités militaires, car les forteresses comptent aussi là-dedans, et plus tard, les bateaux compteront aussi dans ce total, donc 2, il est donc au niveau 2. Et donc à chaque fois que les joueurs vont construire des nouvelles choses ou vont perdre des choses, eh bien petit à petit, ça va s'ajuster au fur et à mesure ici. Mais pour le moment, nous regardons qui est le maître du commerce. À présent, c'est Hannibal avec les Carthaginois, et c'est lui qui va recevoir les 3 petits jetons spéciaux qu'on avait mis de côté, et qui sont les jetons de commerce. Il va pouvoir les placer devant lui. Enfin, toujours par rapport à son petit paravent, est indiqué à gauche les ressources que les joueurs recevront en début de partie. Donc là, par exemple, pour l'égyptienne, elle va recevoir ces biens-là de la réserve générale, ainsi que les impôts indiqués, qu'elle pourra placer devant elle et derrière son petit paravent. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien évidemment, dans Mare Nostrum, nous allons tenter de prendre le contrôle et l'ascendance sur les autres peuples. Chacun va diriger son peuple et va tenter de faire du commerce pour pouvoir agrandir petit à petit son influence, ou bien attaquer des régions, essayer de prendre le contrôle de régions neutres, et pourquoi pas de temps en temps faire la guerre aussi avec les autres joueurs.
Alors attention, il y a 4 manières différentes de remporter la partie. Première manière, ce sera de parvenir à acheter des merveilles et des héros qu'on placera sur son petit plateau individuel. Le premier qui place le 5e, le premier est déjà placé, donc il suffira d'en acquérir 4 au fur et à mesure de la partie, l'emportera. Mais il y a aussi la possibilité de gagner la partie carrément en construisant les grandes pyramides. Si un joueur parvient à construire les grandes pyramides, nous le verrons qui sont très très chères et complexes à construire, eh bien bam, on gagne aussi la partie. Il y a aussi la possibilité de gagner la partie en étant le leader dans les 3 domaines que nous avons vus lors de la mise en place ici. Et enfin, il y a aussi la possibilité de remporter la partie plus de façon un peu militaire, en conquérant des capitales qui sont présentées sous la forme de gros jetons ou des cités légendaires qui sont indiquées en rouge sur le plateau de jeu. Il y en a une aussi à Syracuse. Et si un joueur parvient à en contrôler 4, il remportera aussi la partie. Alors, pour le déroulement, c'est assez simple. Chaque tour va se dérouler en 5 phases qui sont indiquées sur nos petites aides de jeu. D'abord, une phase de production, où chaque joueur va recevoir ses ressources et ses impôts. Une phase de commerce, où nous allons pouvoir échanger les ressources avec les autres joueurs. Une phase d'achat, où nous allons pouvoir acquérir de nouveaux territoires et puis construire des armées, construire des caravanes, des temples, des villes, enfin voilà. Une phase militaire, où éventuellement il y aura des combats contre les autres joueurs et des déplacements d'armées. Et enfin, une phase de revendication, où nous verrons qui devient les nouveaux chefs politiques du commerce ou militaires. On commence donc par la phase de production. Alors lors de la production, c'est très simple en fait. Sur le plateau de jeu, vos caravanes sont toujours associées avec un symbole de ressources, un symbole de jeton ressources. Eh bien, chaque caravane que vous avez sur le plateau de jeu sur une province qui vous appartient va vous permettre de recevoir le jeton ressources correspondante. Donc là, par exemple, un mouton pour le joueur violet, et aussi un jeton représentant une grappe. En plus de ça, nous avons certaines cases sur lesquelles nous aurons peut-être construit des marchés. Que font les marchés? Eh bien, c'est très simple, ils doublent la production des caravanes qui sont sur le même territoire. Donc, notre joueur violet ici ne recevra pas qu'un seul jeton blé, mais il recevra 2 jetons blés pour cette caravane car il y a un marché, et il recevra aussi 2 jetons roses. De la même façon que pour les biens, eh bien les villes vont rapporter, elles, des impôts. Donc en fait, à côté de chaque marqueur de ville, il y a des petits symboles d'impôts. Donc là, par exemple, le joueur violet gagnera un impôt, un deuxième impôt, un troisième impôt pour la ville qui se trouve là. Si des joueurs ont des temples qui sont construits sur les mêmes cases, donc par exemple s'il y avait un temple de construit ici, et bien de la même façon que les marchés pour les caravanes, les temples vont multiplier par 2 ce que les villes nous permettent de recevoir. Donc si jamais il avait un temple ici, eh bien au lieu de recevoir un impôt, il recevrait 2 impôts pour cette ville. Le temple en lui-même ne rapporte rien, c'est juste un multiplicateur, comme les marchés. Alors, lors du premier tour du début du jeu, inutile de faire ceci, car nous l'avons déjà fait. Effectivement, les ressources qu'on a prises et qui sont indiquées sur notre petit paravent correspondent à ce que fabriquent les bâtiments qu'on a déjà placés avant même de débuter la partie, donc on peut passer directement à la phase suivante. On passe donc directement à la phase 2, qui est la phase de commerce. Lors de cette phase, les joueurs vont échanger des jetons les uns avec les autres, les jetons représentant des biens, mais aussi les jetons représentant éventuellement des impôts. C'est le joueur qui est le maître du commerce, donc là, en début de partie, c'est toujours Hannibal, qui va devoir choisir combien de jetons nous allons échanger. Et il va le faire avec ces 3 jetons de commerce qu'on lui a attribués en début de partie. Alors attention, chacun de ces jetons est recto verso, et il va donc pouvoir choisir parmi ceux-là la phase qu'il désire utiliser. Est-ce qu'il veut qu'on fasse un échange d'une ressource, de 2 ressources, de 3 ressources, de 4 ressources, de 5 ressources, ou de 0 ressources?
Alors attention, cette phase prépare la phase suivante qui sera la phase d'achat. Et lors de la phase d'achat, nous pourrons acquérir des choses, mais pour acquérir des choses, ça marchera toujours sur le même principe. Soit on achètera uniquement avec des jetons d'impôt, soit on achètera avec des jetons de biens, mais il faudra que ce soit des biens différents. Effectivement, il sera interdit d'acheter des biens avec plusieurs biens identiques, ce qui encourage à l'échange pour tenter d'obtenir un maximum de biens différents lors de cette phase. Notre joueur carthaginois comme ceci en début de partie pourrait se dire, ben là, du coup, j'ai 2 jetons moutons en trop, puisque j'en ai besoin que d'un seul pour qu'il soit différent des autres. J'ai un jeton rose en trop parce que j'en ai 2, et puis j'ai un jeton d'achat tout seul d'impôt qui ne servira à rien. Donc par exemple, je pourrais décider de faire un échange à 4. À ce moment-là, il va prendre le jeton où il y a 4 de dessiné dessus, et il va le placer sur la première case qui se trouve ici au-dessus de la piste des leaders. Ça indique à tout le monde que si on participe à l'échange, eh bien on est obligé d'ailleurs de le faire, il faudra échanger 4 jetons. Alors ensuite, ce choix des jetons va se faire simultanément. Tous les joueurs ensemble, derrière leur paravent, vont sélectionner. Alors bien sûr, là je vais le révéler parce que ça sera un peu plus facile pour voir ce que ce joueur, par exemple grec, a. Et donc il sait qu'il doit échanger 4 jetons. Ici, imaginons qu'il ait donc déjà 5 jetons d'impôt, et donc il pourrait faire des achats avec ça. Donc peut-être qu'il n'a pas très envie d'échanger ses jetons d'impôt, donc il préférait échanger cela. On a dit 4, allez, il se dit, bah, tant pis, je vais échanger donc ces 4 ressources et garder mes impôts en espérant en trouver d'autres parmi les offres des autres joueurs. Et donc les jetons sélectionnés, on va tout simplement les placer face cachée devant soi, en attendant que tous les joueurs aient sélectionné ainsi leurs 4 jetons à l'échange. Alors, une fois que chacun a fait sa sélection de jetons, alors attention, si jamais par contre plus tard dans la partie on fait une proposition et qu'on n'a même pas assez de jetons pour pouvoir participer au commerce, eh bien à ce moment-là on n'y participe pas. Par contre, si on a suffisamment de jetons, on est obligé de participer au commerce. Donc une fois que chaque joueur a choisi, eh bien on les retourne tous en même temps pour voir ce que tout le monde propose à l'échange. Ensuite, le troc peut commencer, toujours par le joueur, qui est donc le maître du commerce. Donc là, c'est Carthage qui choisit, il regarde chez les autres joueurs le jeton qui l'intéresse, et il va pouvoir le récupérer. Il pourrait par exemple se dire, oh là là, ben lui, il fabrique du marbre, ça m'intéresse, puisque personne d'autre en propose, donc ce jeton me paraît intéressant, donc je le récupère et je le place sur mon paravent, enfin sur ma... Alors, Carthage se dit, ben moi, ça m'intéresse, parce que personne d'autre ne propose, en fait, ce petit jeton de marbre, je vais récupérer du marbre. À ce moment-là, il va le placer face cachée, à droite de son petit plateau, et comme il a pioché chez ce joueur-là, eh bien, ça va être à ce joueur-là, à son tour, choisir une ressource chez un autre joueur, pour aussi la placer face cachée sur lui. Nous avions vu qu'il avait envie de collecter des impôts supplémentaires, donc là, il y en a qui sont proposés par ce joueur-là, il décide de récupérer celui-ci, le met face cachée, et donc c'est à lui de choisir un nouveau jeton, et ainsi de suite. Alors, attention cependant, on ne peut faire qu'un seul aller-retour consécutif avec le même joueur. Donc là, par exemple, le joueur vert a pioché chez le joueur violet a le droit de se dire « Bon ben toi, moi aussi ça m'intéresse, donc je reprends chez toi alors que tu viens juste de prendre chez moi pour le mettre face cachée. » Donc là, par exemple, pour se dire « L'olive, moi j'en ai pas, ça m'intéresse. » Et ensuite, par contre, comme le joueur vert a pioché chez lui et qu'il vient de repiocher chez lui, ça a fait un aller-retour, il n'a donc pas le droit, le joueur vert, de repiocher chez lui. Il va falloir qu'il choisisse un nouveau personnage. Évidemment, il pourra repiocher ensuite chez ce joueur-là si ça revient à nouveau à lui de jouer. Et ça se poursuit ainsi jusqu'à ce que le dernier jeton soit récupéré. Alors il peut y avoir 2 cas de figure principaux. Le premier, tout le monde a récupéré le même nombre de jetons que ce qu'il avait mis
à la vente, c'est ce qui arrive la plupart du temps, mais parfois, il peut arriver qu'un joueur se retrouve avec un jeton de plus qu'un autre, et ce sera toujours le maître du commerce qui aura ce jeton supplémentaire. À ce moment-là, dans ce cas-là, si la partie se termine comme ceci, eh bien, le maître du commerce, donc qui se retrouve avec un jeton en trop, va prendre tous ces jetons, il va pouvoir les mettre derrière son paravent et choisir parmi tous ces jetons, même ceux qu'il n'avait pas mis à l'échange, lequel il décide de donner au joueur à qui il manque une ressource. Donc c'est que ce joueur, eh bien, il n'avait pas proposé des choses très très intéressantes, puisque personne n'est venu piocher chez lui, et donc le maître du commerce lui donnera un jeton face cachée. Il peut aussi arriver qu'il ne reste plus que 2 joueurs et que ces 2 joueurs ont déjà fait un échange consécutif, un aller-retour. Du coup, le joueur n'a plus le droit de piocher chez l'autre et à ce moment-là, eh bien, le commerce prend fin et les joueurs récupèrent tout simplement les jetons qu'ils n'ont pas réussi à échanger, comme si c'était des jetons face cachée récupérés chez d'autres. Alors, une fois cette phase d'échange terminée, eh bien chacun récupère tout simplement les jetons qu'il a gagnés derrière son paravent, et nous passons à la phase 3, qui est la phase d'achat. Attention, la phase d'achat va être déterminée par le joueur qui est le leader politique, ici, c'est-à-dire celui qui a le plus de villes et de temples, et donc, c'est donc, dans notre exemple, l'Égypte qui va choisir qui commence à acheter. Effectivement, c'est elle qui va déterminer l'ordre d'achat. Elle peut très bien se sélectionner elle-même, ou bien dire justement, bah, toi t'es juste à côté de moi, donc je vais attendre de voir ce que tu vas faire. Vas-y, achète en premier, aux Babyloniens d'acheter. Alors, lorsque c'est un joueur comme ceci, qui a été désigné pour acheter, eh bien à ce moment-là, il peut révéler toutes les ressources qu'il a, et puis montrer un petit peu ce qu'il a réussi à récupérer en ressources, évidemment, différentes. Donc là, par exemple, notre joueur a 2 jetons comme ceci, et puis tous les autres sont différents, donc il va pouvoir faire des achats grâce à ces biens. Alors, pour les coûts d'achat, c'est très simple et c'est résumé sur notre petite feuille. Si on veut acheter un marqueur d'influence pour prendre le contrôle d'un territoire, ou bien une ville, ou bien une caravane, une forteresse, une légion ou une galère, eh bien ça va nous coûter 3. Soit 3 biens différents, comme nous l'avons vu, soit 3 impôts identiques. Donc on ne peut acheter que avec des impôts identiques, ou que avec des biens différents, et on ne peut pas inclure des impôts parmi les jetons de biens, et inversement. Si je veux acquérir, un petit peu plus compliqué, soit des marchés, soit des temples, eh bien ça me coûtera 6. Enfin, si je veux acheter des héros ou des merveilles qui sont disponibles sur le plateau principal, le prix est rappelé sur le plateau individuel de chaque joueur. Le premier que j'achèterai me coûtera 7, toujours pareil, en ressources en biens différents ou en impôts. 8, 9 et 10 pour le 5e. Donc en fait, leur valeur va augmenter. Le premier que je vais acheter ne coûtera que 7, le deuxième que j'achèterai coûtera 8, etc. Et pour gagner la partie et construire le 5e, ça me coûtera 10, ce qui est difficile à récupérer. Alors, nous sommes limités aussi à ce qu'on peut placer sur le plateau de jeu, car effectivement, nos achats devront être ensuite directement placés. Alors, en ce qui concerne les bâtiments, c'est-à-dire que si je veux acheter un marqueur de cité, il faudra d'abord que j'ai un marqueur indiquant que je contrôle cette province. Si je veux construire un temple, eh bien de la même manière, là par exemple, le joueur violet pourrait décider de construire un temple ici, ou un temple là, car il y a une case vide représentant un temple. On ne peut pas construire quelque chose s'il n'est pas représenté sur le plateau de jeu. Imaginons que notre joueur babylonien ait récupéré ceci, eh bien par exemple il pourrait décider d'utiliser 6 jetons différents comme ceci pour pouvoir construire soit un marché, soit un temple, ou sinon de diviser en 2 pour faire 3 et 3, donc là par exemple il pourrait faire un premier bâtiment qui coûte 3, un deuxième qui coûte 3, et puis malheureusement avec ça, eh bien, ça ne constitue pas 3 biens différents, car il faut faire uniquement avec des jetons comme ça, ou uniquement avec des jetons comme ça, différents. Donc là, ça ne marcherait pas.
Alors attention, car il y a aussi des capacités spéciales. Effectivement, chaque joueur a reçu un héros de départ, et chacun a des petites capacités spéciales. Et là, lors de cette phase d'achat, eh bien, Hammurabi a une capacité spéciale qui lui permet de placer un marqueur d'influence gratuitement, sans avoir besoin de l'acheter. Donc avant même de commencer, il pourrait se dire, je vais placer un nouveau marqueur d'influence. Alors les marqueurs d'influence, on ne peut les mettre que dans des zones qui sont adjacentes aux zones où on a déjà un marqueur d'influence. Alors attention, en début de partie, chaque joueur a une capitale où il y a un marqueur d'influence qui est déjà dessiné sur le plateau de jeu, et donc on n'a pas placé en début de partie, c'est pas nécessaire, car cette province restera toujours à ce joueur. Donc là, je peux placer un marqueur d'influence ici, ou là, ou là, parce que ça touche les endroits où je suis. Donc par exemple, il pourrait se dire, tiens, moi j'ai envie de prendre le contrôle de l'Asie. Comme il n'y a personne sur cette province, attention, il faut qu'il n'y ait personne, et qu'il n'y ait pas non plus de marqueur d'influence déjà d'un autre joueur pour avoir le droit de le faire. Alors attention, tous les nouveaux marqueurs d'influence que l'on place dans un tour de jeu ne peuvent pas se mettre en chaîne. Donc par exemple, s'il y avait une autre province derrière l'Asie, eh bien le joueur n'aurait pas eu le droit de construire encore, lors du même tour, un marqueur d'influence qui dépasse cette case-là. Donc il ne peut les mettre qu'à proximité des endroits où il avait déjà des marqueurs d'influence au début du tour. Donc là, je ne peux les placer pour le moment qu'à côté de ça. Donc par exemple, pour 3 ressources différentes, eh bien je pourrais décider d'en placer un deuxième, par exemple ici, parce que je me dis que c'est une province qui est assez éloignée des autres joueurs, et puis ensuite, avec mes 3 autres jetons, eh bien, je pourrais décider de construire autre chose. Alors je peux construire des personnages, des légions, que je peux placer aux endroits où j'ai un marqueur d'influence, même ceux que je viens de placer en fait dans le tour, donc je pourrais très bien décider, par exemple, de mettre une légion ici, mais je peux aussi construire des bateaux. Les bateaux, je les place toujours dans des mers qui sont adjacentes à des endroits où j'ai des marqueurs d'influence. Lors de cette construction de trirème, je peux aussi en mettre un endroit où il y a déjà des bateaux adverses, c'est pas un problème. Mais là, notre joueur violet pourrait décider de ne pas faire ça, comme il a pris le contrôle ici et puis là, eh bien ça l'intéresse plutôt de construire une cité. Et ici, comme la cité est cerclée en rouge, c'est une cité légendaire. Le coût est cependant le même, ça coûte 3 pour fonder une cité, bam, il fonde une cité à cet endroit-là. Alors vous l'aurez compris, il est inutile en fait de d'abord construire un temple, car le temple ne rapportera rien. Il faudra d'abord qu'il y ait une cité, et ensuite un temple pour doubler sa capacité d'impôt. Alors attention, dès que les bâtiments sont construits, eh bien on va réajuster les niveaux sur la table des leaders. Là par exemple, notre joueur violet vient de construire une nouvelle ville, et bien hop, son petit jeton avance d'une case, puisqu'il a donc 1, 2, 3... et 4 bâtiments orange de construits, il est bien au niveau 4 sur cette ligne. Évidemment, il remet dans la réserve les jetons qui lui ont servi à acquérir ce qu'il a construit pendant le tour, donc là, pop, pop, pop. Mais en plus de ça, le problème, c'est qu'à la fin d'un tour, les joueurs n'ont pas le droit de garder de jetons de biens. Ils ne peuvent garder que des jetons d'impôt et au maximum en garder 2. Donc là, bien malheureusement, ces 2 jetons qui ne servent à rien car il ne peut pas faire une combinaison avec, eh bien il est obligé de les rendre et il va donc garder un jeton d'impôt pour le tour suivant. Notre leader politique choisit donc un nouveau joueur pour faire de nouvelles acquisitions. Donc là, par exemple, pour se dire, bon d'accord, j'ai vu ce que tu faisais, maintenant ça va être à moi, puis une fois qu'elle aura joué, elle désignera un autre joueur qui n'a pas encore fait sa phase d'achat, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient acquis. Alors, il y a d'autres capacités spéciales de personnages qui peuvent s'appliquer à ce moment-là, et d'ailleurs, c'est le cas de Cléopâtre. Cléopâtre est la seule à avoir le droit, dans une combinaison constituée uniquement d'impôts, d'ajouter une ressource de son choix. Ça peut être sympathique pour compléter. Elle peut aussi, parmi une combinaison de biens, rajouter une pièce pour pouvoir faire une combinaison aussi avec, et la pièce sera considérée comme étant un bien différent de ceux qui sont déjà utilisés. Donc là, par exemple, avec ça, elle pourrait construire un truc à 3 et un autre truc à 3.
Mais aussi, comme elle a 7 ressources, là par exemple elle a 7 pièces, et bien avec ces 7 pièces, elle pourrait décider d'acquérir son premier héros ou merveille. Alors, pour les premières parties, nous avons vu que nous avons placé 5 héros ou merveilles au hasard sur ces emplacements visibles, alors que les autres sont face cachée. Donc, si un joueur décide d'en acheter, il ne peut acheter qu'un de ceux qui sont visibles. Sur les parties suivantes, vous pourrez débuter la partie avec tous les héros et merveilles visibles, et à ce moment-là, les joueurs auront le choix. Mais comme chacun de ces héros et merveilles donne des capacités spéciales, c'est un petit peu compliqué sur les premières parties de tout comprendre les capacités différentes qui existent, puisqu'on a un petit résumé qui résume l'intégralité de tout ça. Et donc là, c'est un peu plus simple, parce que ça nous fait un choix que parmi 5. Pendant une phase d'achat, donc il n'y aura que ces 5 de disponibles. Donc si par exemple elle décide de construire la statue de Zeus, hop, elle va l'enlever. Si un autre décide de construire, on sera obligé de choisir parmi les 4 restants, et ainsi de suite. Et ce n'est qu'à la fin de la phase d'achat de tous les joueurs qu'on complétera les espaces vides en rajoutant des héros tirés et merveilles rajoutés au hasard parmi ceux qui sont face cachée. Évidemment, à la fin de son tour, elle ne peut garder au maximum que jusqu'à 2 jetons impôts. Malheureusement, il ne lui reste que des biens. Eh bien, elle est obligée de les défausser. Elle ne garde rien pour le tour suivant. Alors, reparlons un peu des trirèmes. Les trirèmes vont permettre aussi d'atteindre des provinces que les joueurs ne peuvent pas atteindre en début de partie. Donc là, par exemple, le joueur noir pourrait parfaitement décider de construire une trirème et de la placer à côté d'un endroit où il avait un marqueur d'influence en début de tour. Donc là, par exemple, dans la mare Africom, pardon. Et cette galère va maintenant permettre de faire une connexion pour aller prendre un territoire qui soit de l'autre côté. Donc maintenant, il pourrait payer 3, s'il le souhaite, pour placer un marqueur à cet endroit-là, car il a une ligne de galère qui peut l'amener jusqu'à ce nouveau territoire. De la même façon, si plus tard dans la partie, il avait réussi à déplacer des galères de façon à avoir une chaîne continue entre un endroit où il a un marqueur et un endroit où il n'y a pas de marqueur, eh bien il pourrait aussi acquérir lors de la phase d'achat, une nouvelle influence à cet endroit-là directement, puisqu'elle serait considérée comme étant adjacente grâce au trirème. Mais attention, il n'aurait pas le droit de le faire dans le tour, car on ne peut pas placer une trirème à un endroit où on n'a pas déjà de marqueur d'influence. Donc là, par exemple, il aurait pu mettre ce marqueur d'influence ici, mais il n'aurait pas pu placer cette galère à cet endroit-là. Enfin si, parce que là, il vient juste de mettre un marqueur là, donc il aurait eu le droit de le mettre là, mais par contre, il n'aurait pas pu en mettre une ici, car là, par contre, il n'a aucun marqueur d'influence qui se trouve à côté. Donc pour les placer, il faut les placer à côté. Nous verrons ensuite que lors des déplacements, on peut les éloigner. Ensuite, pour les légions, il n'y a pas de limite au nombre de légions que l'on peut placer sur un endroit. Donc on peut très bien placer un maximum d'unités au même endroit. De la même façon, pour les galères, on peut en mettre autant qu'on veut dans la même mer, même s'il y a des galères adverses au même endroit. En revanche, les fortifications, on ne peut en faire qu'une seule par case, et on ne peut pas faire ni fortification, ni personnage dans la mer. C'est que les galères qui y vont, et les galères ne vont pas sur terre. La capacité spéciale d'Hannibal est aussi lors de la phase d'achat. Effectivement, il peut utiliser 2 ressources identiques dans une de ses combinaisons du tour. Donc par exemple, il pourrait utiliser 2 roses et puis un marbre pour pouvoir acquérir quelque chose qui coûte 3. S'il achetait quelque chose qui coûte 6, il ne pourrait faire que 2 choses identiques, plus 4 autres différentes même de la première. Alors une fois que tous les joueurs ont fait leurs achats, eh bien on va pouvoir passer tout simplement à la phase suivante, à la phase militaire. Alors la phase militaire, eh bien évidemment c'est le leader militaire qui va, de la même façon qu'on l'a fait précédemment, choisir qui va d'abord effectuer ses déplacements et ses combats. Donc là par exemple c'est le joueur romain qui va choisir quel est le joueur qui commence à déplacer ses troupes. Une fois que ce joueur aura déplacé ses troupes et éventuellement fait des combats, eh bien, le joueur romain choisira qui est le nouveau joueur qui le fait. Évidemment, il peut se désigner lui-même au moment de son choix, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait fait ses déplacements et ses combats éventuels.
Alors évidemment, au début de partie, il y a peu d'unités militaires sur le jeu, donc en général, on va pas trop s'attaquer sur les premiers tours, mais ensuite, après, sur les tours suivants, peut-être qu'il y aura plus de trirèmes, et lorsqu'un joueur est désigné pour jouer sa phase militaire, il est obligé d'abord de commencer par ses trirèmes. Il va d'abord déplacer toutes ces trirèmes et éventuellement déclencher des combats. Une fois qu'il les aura toutes déplacées, il fait tous les combats, et ensuite il passe au déplacement des légions. Toutes les légions se déplaceront s'ils le souhaitent, et ensuite on fera aussi les combats s'il y a des combats qui se déclenchent suite à ces déplacements. Alors imaginons dans ce cas-là qu'il désigne le joueur romain pour être le premier à commencer, il va déplacer tous ses bateaux, s'il le souhaite, d'une case chacun, c'est vraiment très simple. Donc là par exemple, ces deux bateaux, il pourrait décider d'amener tous les deux ici, et puis celui-ci de le faire se déplacer là. Chaque bateau ne peut se déplacer que d'une seule case. Après qu'il ait fait tous ces déplacements, donc là par exemple il dit qu'il a terminé le déplacement de ses trirèmes, eh bien, il peut, s'il le souhaite, déclencher un combat dans les zones où il se retrouve avec des trirèmes adverses. Donc là, par exemple, c'est le cas, puisqu'il y a une trirème carthaginoise qui se trouve ici, eh bien, s'il le souhaite, il peut déclarer un combat, mais ce n'est pas obligatoire pour les bateaux, qui peuvent très bien rester plusieurs dans la même case, et qui permettront, eh bien, aux joueurs qui les contrôlent de continuer à mettre des marqueurs d'influence en passant par là, et qui permettront aussi de déplacer les légions, nous le verrons après. Alors évidemment, l'ordre du tour est très important, donc par exemple, s'il décide d'abord de se déplacer, d'amener ces trirèmes-là, il y a un bateau noir, il pourrait décider de ne pas faire le combat, mais ensuite ce sera au joueur noir de jouer s'il n'a pas encore fait son tour, et donc lors de son tour, le joueur noir pourrait décider de ne pas déplacer cette trirème, et à la fin de son tour de déplacement des bateaux, de déclarer quand même une attaque, puisqu'il se trouve sur un endroit où il y a des trirèmes adverses. Alors on peut déclencher des combats dans toutes les zones où à la fin de son mouvement de bateau il y a des bateaux adverses, mais par contre lorsqu'il y a un endroit où il y a plusieurs bateaux, donc si par exemple le joueur rouge rentre à cet endroit et qu'il y a déjà un bateau de chaque autre joueur, eh bien il ne pourra déclencher dans cette zone qu'un seul combat, et il décide est-ce qu'il se bat contre le joueur égyptien ou contre le joueur carthaginois, mais il ne pourra pas faire les deux lors de son tour, puisque les combats se résolvent toujours en un seul tour de combat. Alors, le combat, s'il le déclare, eh bien c'est très simple, il va tout simplement lancer un dé bleu par trirème qui se trouve, à lui, sur cette case, et le défenseur va lui aussi lancer un dé bleu par trirème qu'il a à cet endroit-là. Alors voilà, ben on lance tout simplement les dés, paf paf, l'autre joueur noir lance ce dé-là, et on va maintenant diviser le total obtenu par chaque joueur par 5. Donc là, par exemple, 5, 6, 7, 8. 8 divisé par 5, ou si vous voulez par tranche de 5, donc il fait une tranche de 5, et puis il lui reste 3, qui ne suffit pas pour faire une deuxième tranche de 5. Et bien chaque tranche de 5 va détruire un bateau adverse. Mais attention, les combats sont simultanés. Donc là, ça veut dire qu'il va réaliser une touche et détruire une unité adverse. Et là, son adversaire a fait 3, il n'a pas réussi à faire 5 ou plus, donc il ne lui détruira aucune de ses trirèmes. Le combat se solde donc par la destruction de ce bateau, et puis voilà, le combat est terminé. Alors, les dés sont spéciaux dans le jeu. Les dés bleus qui servent donc pour les combats maritimes ne font que des 2, 2, 3, 2, 4 et un 5. Vous voyez donc, pour réussir à faire des tranches de 5 pour détruire des unités adverses, eh bien, il faut mieux envoyer plusieurs trirèmes parce qu'une seule, il y a très peu de chances qu'elle parvienne à faire des dégâts chez l'adversaire. Évidemment, dans le même cas de figure, si par exemple il avait fait 4, eh bien malheureusement ça ne suffit pas à faire une tranche de 5, il n'aurait donc pas détruit la galère adverse, et la galère adverse ayant fait un 3, eh bien elle ne détruit rien du tout. Le combat serait cependant terminé, car il ne se réalise toujours que sur un seul lancer de dés. Et donc paf, eh bien, la situation serait restée comme ceci, et on aurait continué avec les autres provinces.
Alors, une fois les déplacements et les combats maritimes étant faits, eh bien, ce même joueur va maintenant pouvoir déplacer ses légions. Alors, les légions, de la même façon, elles vont pouvoir se déplacer de région en région adjacente, sur n'importe quelle case, même si ça n'appartient pas au joueur. Et s'il arrive sur une position où il y a des unités terrestres adverses, à ce moment-là, il y aura un combat, car sur Terre, en revanche, le combat est obligatoire. Mais il n'y a pas que ça, car effectivement, les lignes de trirème vont permettre de transporter les troupes. Et donc un joueur peut transporter en traversant des mers occupées par ces trirèmes pour se rendre sur d'autres territoires. Donc là, par exemple, il pourra aller jusque-là pour déclarer un combat en Libya. Et ça, quel que soit le nombre d'unités. Il n'y a pas de limite, donc par exemple, s'il avait 3 unités à cet endroit-là, eh bien il pourrait déclarer, puisqu'il a une ligne, boum, les amener jusque-là pour faire une attaque. Ou même en séparer, parce que là, ça donne aussi sur cet endroit-là, en envoyer 2 à cet endroit-là, et puis 1 à cet endroit-là. Tout est possible, et on peut suivre autant de mers qu'il y a de galères présentes dessus. Les combats sur Terre se déroulent exactement pareil que sur mer, mais sauf qu'on va utiliser les dés blancs. Donc là, par exemple, il est présent ici et là, il choisit dans quel ordre il fait ses combats. Donc par exemple, il pourrait décider d'abord de faire celui-là. Eh bien, il va lancer un dé blanc par unité qu'il a dessus, et puis son adversaire va aussi lancer un dé. À ce moment-là, paf, les deux lancent. Celui-ci, par exemple, fait 3. Et lui, il fait 4, malheureusement, aucun des deux n'a réussi à détruire l'autre. À ce moment-là, si à la fin du tour de combat, il reste des unités appartenant à plusieurs joueurs sur une province, elle sera déclarée en guerre. Alors, que se passe-t-il pour ces provinces en guerre? Eh bien, celui à qui elle appartient, donc là par exemple le joueur noir, lors du prochain tour, eh bien, il recevra quand même les ressources dont il dispose. Donc là par exemple pour ces 2 caravanes, il gagnera quand même son mouton et son huile. Mais en revanche, il n'aura pas le droit lors de la phase d'achat de construire de nouveaux bâtiments sur cet endroit ou de placer de nouvelles unités sur cet endroit. Mais attention pour les provinces en guerre, il y a une petite exception pour la capitale de chaque joueur. Effectivement, en début de partie, nous avons vu qu'il y a une province où nous avons un marqueur d'influence et une ville. Eh bien, cette province est notre capitale, et un joueur pourra toujours y construire des unités, même si jamais cette province se retrouve en guerre, ou même attaquée par un autre joueur et qu'on n'a plus aucun pion dessus. On ne peut jamais perdre, en fait, le contrôle de cette province. Alors, parlons aussi des combats avec les forteresses. Attention, s'il y a une forteresse sur un endroit, la forteresse ne lance pas de dés, mais par contre, on considérera qu'elle réussit à faire toujours une touche de 5. Donc c'est un peu comme si elle lançait quand même un dé qui a une valeur 5. Donc là, dans ce cas-là, le joueur rouge lancerait 2 dés car il a 2 légions à cet endroit-là, et le joueur noir lancerait un dé auquel il ajouterait 5 pour sa forteresse. Dans ce cas-là, le joueur noir obtiendrait donc 8, et donc il détruirait une unité adverse, que son adversaire choisit. Mais là, comme c'est les mêmes, il perdrait une comme ça. Ensuite, par contre, le joueur rouge a fait 9. Et bien avec 9, il ne peut détruire qu'une seule unité, mais attention, en plus de faire 5 automatiquement, une forteresse retire une touche adverse. Donc en plus d'ajouter 5 au total obtenue par le joueur qui la contrôle, elle retire aussi 5 au résultat obtenu par l'adversaire. Donc, au lieu d'obtenir 9, eh bien malheureusement, le joueur rouge ne ferait que 4, et avec 4, il ne pourrait pas détruire. En revanche, s'il avait réussi par exemple à faire, je sais pas moi, à faire 10, eh bien, s'il avait réussi à faire 10, à ce moment-là, les 5 auraient été annulés, il resterait 5 qui seraient passés, et ces 5 qui passeraient auraient pu détruire une unité adverse. Attention, c'est le défenseur, enfin c'est celui qui se fait attaquer, qui décide quelle unité est détruite. Donc là, pour la touche effectuée par le joueur rouge, le joueur noir déciderait soit de perdre sa forteresse, soit de perdre sa légion. Alors, c'est aussi indiqué sur notre aide de jeu, les dés blancs pour les combats terrestres sont un peu meilleurs que les dés bleus pour les combats maritimes. Donc avec une seule armée, on peut éventuellement faire plus de 5, il y a une chance sur 2 de faire plus de 5.
Alors, nous avons vu le cas où il reste encore des unités de chaque joueur, avec la province qui est en guerre, mais si jamais l'adversaire arrive à détruire toutes les unités du joueur qui défend, et bien à ce moment-là, il va pouvoir réaliser plusieurs choses avec ces unités encore en vie. Premièrement, il pourrait décider de, avec chacune de ses figurines, contrôler un bâtiment. Donc par exemple, il pourrait décider de placer cette figurine-là et puis cette figurine-là, pour contrôler les deux caravanes. Qu'est-ce qui se passera lors du tour d'après si ça reste comme ceci? Eh bien, ce sera lui qui recevra les ressources de ces caravanes. Et ceci à la place du joueur noir. En plus de ça, ces bâtiments seront comptabilisés sur la piste des leaders. Donc là, le joueur rouge s'ajoutera 2 points sur la piste des caravanes, par exemple, et on retirera 2 points au joueur noir, pour le moment, tant que ça reste comme ceci. Évidemment, s'il n'avait qu'un seul conquérant qui serait resté, ben, il aurait pu par exemple se placer comme ceci, et donc il prendrait le contrôle d'une des 2 caravanes, ce qui n'empêchera pas le joueur noir lors de son tour de récupérer cette ressource, alors que le joueur rouge récupérerait celle-ci. De la même façon, s'il y avait en fait ici un marché, eh bien s'il a 2 personnages, il peut se placer sur le marché, du coup il gagnerait 2 moutons car le marché lui appartient, et le joueur noir ne gagnerait qu'une seule olive. Évidemment, cette occupation de bâtiments fonctionne de la même manière pour les marqueurs de temple et les marqueurs de ville, mais cette fois-ci évidemment pour gagner des impôts à la place de gagner des ressources. Mais il existe aussi une deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'au lieu de se placer sur des bâtiments, il peut décider de détruire un bâtiment. Mais attention, s'il décide de faire ce choix-là, il ne pourra détruire qu'un seul des bâtiments présents sur la province. Donc Bam, par exemple, pourrait décider de détruire celui-là. Mais il ne peut pas faire les deux à la fois. Il ne peut pas à la fois se placer sur un endroit et puis détruire un autre endroit. Donc s'il décide de faire ça, il fait que détruire ce bâtiment-là, et puis c'est tout ce qu'il fait pendant son tour. Le joueur noir, par exemple, là, continuera à gagner le mouton au prochain tour. En revanche, en bonus, lorsqu'il va détruire une caravane, il va immédiatement gagner un jeton de la ressource correspondante qu'il va pouvoir placer derrière son paravent et qu'il gardera jusqu'au prochain tour, et donc il pourra ajouter à sa production lors de la phase suivante. De la même façon, si c'est une province où il y a une cité, il peut décider de rester et de détruire la cité. À ce moment-là, il gagnera un impôt aussi directement, et voilà, ça fait un bâtiment de détruit. À la place d'une caravane ou d'une cité, il peut aussi détruire un jeton de marché ou un jeton de temple. Mais là, il n'a rien en échange. Il ne fait que détruire le jeton, et puis c'est tout ce qu'il fait. Enfin, au lieu d'occuper ou au lieu de détruire, eh bien un joueur peut décider d'essayer de prendre le contrôle de la province. À ce moment-là, il mettra une de ses figurines sur le marqueur de province, et il devra patienter ainsi jusqu'à la fin du prochain tour de mouvement. Donc on finit la manche, en fait, on entame la nouvelle manche jusqu'au déplacement, tout le monde fait les déplacements, les combats, et à la fin de ce deuxième tour, s'il est encore le maître de la province, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un adversaire qui est venu, qui a déclaré un combat, et puis qui a finalement réussi à rester sur l'endroit, et si cette province est connectée à son empire, c'est-à-dire à un de ses marqueurs d'influence par une ligne de bateau, là par exemple, eh bien à ce moment-là, il pourra retirer ce marqueur et le remplacer par un des siens. Mais vous voyez, c'est très compliqué à faire, car ça permet en fait au défenseur d'avoir le temps d'amener des troupes et puis d'essayer de récupérer sa province. Alors attention, sur les capitales des joueurs, eh bien vous ne pouvez pas choisir de transformer le marqueur de ce joueur. La province appartiendra toujours à ce joueur et il pourra toujours y placer des unités exceptionnellement. Donc il ne vous reste plus que le choix de prendre le contrôle des bâtiments qui s'y trouvent, ou bien de détruire les bâtiments et de rien faire d'autre lors de votre tour. Lors de la prochaine phase de construction, eh bien si c'est comme ça, par exemple, le joueur noir pourrait décider de se rajouter des armées dessus. Alors au moment où il en achète, évidemment, il n'y aura pas de combat immédiatement, on sera obligé d'attendre la phase militaire, et donc il pourra bouger ses troupes pour ne pas attaquer, ou bien vous pourrez peut-être bouger avant lui, de façon à ne pas vous faire taper dessus, enfin voilà.
Et une fois qu'un joueur donc a fait tous ses déplacements et puis tous ses combats, eh bien on passe à un joueur suivant qui est encore choisi par le leader politique qui choisit et qui joue ensuite. Alors évidemment, si on attaque une province et que le joueur en question n'a pas encore joué, eh bien lors de son tour, il peut très bien essayer de venir libérer la province avec les armées qu'il a à proximité. Donc voilà pourquoi l'ordre dans lequel on va jouer la phase militaire est aussi très importante. Alors attention, nous avons deux héros de départ. Il y a César qui a un bonus de +1 à tous ses dés lorsqu'il lance les dés lors d'un combat terrestre. Attention, ça ne marche pas sur les combats navals. Et ça marche uniquement lorsqu'il est lui-même l'attaquant, c'est-à-dire lors de son tour, à chaque fois qu'il va attaquer, il aura +1 à tous ses lancers de dés. Voilà. Attention, pour Périclès, c'est un peu la même chose, sauf que lui, il a +2 à tous ses lancers de dés, mais par contre, cette fois-ci, uniquement pour la défense, c'est-à-dire uniquement quand c'est les autres joueurs qui jouent, mais pas quand il est le joueur actif. Donc voilà, ça équilibre un petit peu les forces entre le grec et le romain. Et voilà, une fois que tout le monde aura fait ses déplacements et ses combats, eh bien on passera à la 5e et dernière phase, qui sera la phase où on va peut-être changer les leaders politiques. Alors on vérifiera bien sûr qu'on ne s'est pas trompé lors des combats et lors des achats, que tout le monde soit à la bonne place sur ces endroits-là, et c'est le joueur qui sera le plus haut sur chacune de ces lignes qui mettra son petit marqueur ici et qui deviendra le nouveau leader. Alors attention, dans le cas où il y a une égalité, donc là par exemple il y a 3 joueurs qui sont à égalité en fait sur le niveau de politique, et donc pour déterminer le leader politique, c'est l'ancien leader politique, donc c'est-à-dire là par exemple c'est toujours Cléopâtre, qui choisit, est-ce qu'elle décide de rester leader politique, ou est-ce qu'elle décide que ce soit un des 2 autres joueurs qui le deviennent, c'est son choix. Bon, la plupart du temps on décide de rester leader, mais de temps en temps on peut décider que ce soit un autre joueur qui prenne la place, ça peut être tactique pour certaines actions. Ceci étant fait, le tour est terminé, on rajoute donc des personnages ou des bâtiments en tirant au hasard pour rajouter si on est en partie d'initiation, et puis on est reparti pour un tour on commence par la phase de production où chacun va recevoir ce que ces bâtiments lui donnent. Alors, parlons maintenant des cités légendaires. Effectivement, sur le plateau de jeu, il y a 3 cités légendaires. Nous avons Syracuse et nous avons Jérusalem, qui sont indiquées comme ceci en rouge sur le plateau de jeu. Si un joueur parvient à construire la ville en prenant le contrôle de cette province, lors de la phase de production, c'est indiqué sur le plateau, il gagnera un impôt grâce à cette ville, mais en plus de ça, comme c'est une cité légendaire, il va recevoir une ressource, ou plutôt un bien légendaire. Nous avons vu qu'en début de partie, nous avons mélangé en fait tous les jetons spéciaux bien légendaires pour en faire une pile face cachée. Et bien, lorsqu'un joueur est lors de la phase de production, et qu'il contrôle ainsi une cité légendaire, il va piocher sur le dessus de ce petit paquet un jeton qu'il ne va pas montrer aux autres, qu'il va pouvoir prendre derrière son paravent, et qui va donc lui rajouter une ressource au hasard parmi toutes les ressources existantes. Elles ont un petit bord comme ceci différent pour les reconnaître, mais après elles sont utilisables comme n'importe quelle autre ressource. Ça vous permettra éventuellement de recevoir une ressource différente de celle que vous avez, ou identique que vous pourrez de toute façon échanger comme ensuite n'importe quel jeton. En revanche, lorsque vous la dépenserez, eh bien vous la redisposerez à côté sur une petite pile de défausse des jetons légendaires, attention à ne pas les mélanger avec les autres, et donc au fur et à mesure, comme ça, on va utiliser petit à petit cette pile. Alors, précision aussi, si un temple est construit à l'emplacement d'une cité légendaire, le joueur recevra donc normalement son sou et puis son jeton spécial, mais en revanche, ça ne double pas la totalité des deux d'avoir un temple. Il choisira en plus s'il désire prendre un deuxième sou ou s'il décide de prendre un deuxième jeton spécial. Donc voilà, ça ne multipliera pas, il ne gagnera pas 2 fois les deux. Ensuite, on repasse à la phase de commerce. Alors attention, si c'est le même joueur qui est resté le maître du commerce, eh bien à ce moment-là, il sera obligé de choisir un nouveau jeton commerce parmi ceux qui sont restants, car effectivement, on a déjà utilisé un. Donc maintenant, il n'a plus le choix qu'entre les 2 autres qui sont chacun recto verso.
Une fois qu'il aura choisi celui-ci, et si on repasse à un tour suivant et que c'est encore lui, eh bien il sera obligé d'utiliser le dernier jeton sur la phase de son choix. Quand il aura utilisé ce dernier jeton, eh bien à la fin de cette phase, si c'est à nouveau lui qui est le leader commercial, il récupérera à nouveau tous les jetons et pourra recommencer. En revanche, si jamais par contre un ou plusieurs jetons avaient été joués par le même joueur et que c'est un nouveau joueur qui prend le contrôle du leader, eh bien à ce moment-là, il récupérera tous les jetons joués par son prédécesseur et il aura le droit de choisir ce qu'il veut. C'est donc que si c'est le même joueur qui le reste plusieurs tours qu'il devra choisir à chaque fois un jeton différent. Ensuite, à nouveau la phase d'achat. Alors attention, lors de la phase d'achat, eh bien, la fin de partie peut arriver. Effectivement, si un joueur parvient à acquérir son 5e et dernier bâtiment ou héros, bam, ça va précipiter la fin de partie. Effectivement, si ce joueur est à ce moment-là du jeu leader politique, eh bien, il remporte immédiatement la partie. Bam, on arrête là, on finit pas le tour, c'est fini et c'est gagné par ce joueur. En revanche, s'il n'est pas leader politique et qui construit son 5e, eh bien on va finir le tour d'achat, car peut-être que le joueur qui a le leader politique va réussir à lui aussi construire son 5e et dernier élément, et à ce moment-là, ce sera lui qui gagnera. Si jamais ce n'est pas le joueur, si par exemple il y a plusieurs joueurs qui parviennent à construire le 5e, mais qu'aucun n'est leader politique, ils gagneront tout simplement à égalité. Évidemment, on peut aussi gagner en construisant seulement les pyramides, mais les pyramides demandent d'avoir 12 ressources différentes, en sachant qu'il y en a 13 dans le jeu, donc c'est très difficile à faire, ou bien d'avoir 12 impôts, et donc avoir pas mal de villes pour pouvoir les rapporter, car je vous rappelle qu'à la fin de chaque tour, vous ne pouvez garder normalement que 2 jetons d'impôts. Donc c'est peut-être un peu plus facile à faire avec ça, donc il faut se méfier en fait des joueurs qui commencent à prendre l'ascendance, car à n'importe quel moment, ils peuvent décider de construire lors de la phase d'achat les pyramides. De la même façon, si le joueur qui construit les pyramides est le leader politique, eh bien il gagne la partie directement. En revanche, si plusieurs joueurs peuvent les acheter dans le tour, eh bien ce sera pareil, ce sera celui qui a le marqueur politique qui l'emportera, si jamais. Et si jamais il y a plusieurs joueurs qui parviennent à les construire et qu'il n'y a pas le leader politique parmi eux, eh bien ils gagneront à égalité. Ensuite, il y a la phase militaire, et attention, un joueur peut gagner s'il contrôle 4 capitales ou cités légendaires. Donc en fait, attention aux cités légendaires, car un joueur peut gagner s'il parvient à en prendre le contrôle. Il faut qu'il arrive à mettre un marqueur de sa couleur dessus, et ensuite qu'il y ait personne non plus sur la province lui appartenant. Et il peut aussi évidemment attaquer les capitales adverses. Je vous rappelle qu'elles sont difficiles à prendre, mais pour faire son 4e nous permettant de gagner la partie, eh bien c'est possible d'en prendre le contrôle en parvenant à détruire toutes les unités qui s'y trouvent, et puis en se plaçant sur le bâtiment en question. Et à ce moment-là, à la fin de la phase militaire, on attend que tout le monde ait joué sa phase militaire. Si un joueur contrôle 4 cités comme ceci, eh bien il remporte la partie. Enfin, c'est la phase des revendications, et là aussi, si un joueur parvient à remplacer les 3 endroits, c'est-à-dire à être le premier sur chacune des 3 échelles, eh bien, il gagne la partie en fin de manche. Alors, toutes ces conditions de victoire sont résumées sur le plateau individuel de chaque joueur. Obtenir 5 héros ou merveilles, construire les pyramides, être leader dans les 3 domaines, ou avoir réussi à contrôler 4 capitales ou cités légendaires. Alors, pour terminer, parlons un tout petit peu des héros et merveilles que l'on peut acquérir au fur et à mesure du jeu. Alors vous avez plusieurs merveilles, dont le temple d'Artémis, la statue de Zeus, le colosse, les jardins suspendus et le phare d'origine d'Alexandrie, mais n'importe qui peut le construire. Et nous avons ensuite plein de héros. Alors ils ont tous des capacités spéciales, je ne vais pas toutes vous les expliquer, car elles sont très bien résumées sur la petite fiche de chaque joueur, donc il y a tous les personnages et ceux qu'ils font. Évidemment, sur les parties d'initiation, comme il y en a 5 de visibles seulement, à vous de lire à tout le monde les 5 visibles, de façon à ce que chacun comprenne bien les capacités spéciales de ces 5 héros ou merveilles, de façon à savoir ce qui va se passer quand les joueurs les acquièrent.
En plus de ça, donc il est juste à noter qu'en plus des capacités spéciales qui sont indiquées sous forme de symboles comme ceci en haut des différentes merveilles et des différents héros, parfois en bas vous allez trouver des symboles qui correspondent aux lignes de leader. Effectivement, par exemple, si je prends Pentésilée, eh bien, elle m'avancera aussi en plus de 2 sur le marqueur du leader politique et de 2 aussi sur le chef militaire. Donc voilà, les héros aussi et les merveilles peuvent comme ceci donner des bonus pour pouvoir avancer et ainsi prendre ces titres. Voilà donc pour cette nouvelle édition de Mare Nostrum. Donc vous l'aurez compris, un excellent jeu de civilisation jouable sur des parties plus courtes que les habituels jeux de civilisation, comme celui original de Descartes, que je vous ai déjà présenté en vidéo règle et qui est jouable en une dizaine d'heures. Et bien celui-ci, en 2 à 3 heures, vous devriez vous en sortir, mais bien sûr en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 5, ça va durer un petit peu plus longtemps. C'est donc une réédition de cette première version qui était éditée à l'époque par Eurogame, qui était donc l'éditeur Descartes. Et donc, dans cette nouvelle version, il y a quelques petits changements, nous l'avons vu, avec des conditions de victoire supplémentaires pour gagner, puis quelques arrangements de règles de façon à ce que ça soit plus fluide. La différence principale est aussi sur le matériel. Ici, nous avons des jetons pour les ressources, alors que dans la version originale du jeu, c'était des cartes qui étaient utilisées. Voilà, il est à noter aussi qu'il existe une extension qui est sortie pratiquement en même temps, Mare Nostrum Atlas, qui propose une nouvelle carte qui s'ajoute au bout de la carte à gauche de façon à avoir l'Espagne et surtout à avoir l'Atlantide. Effectivement, vous aurez dans cette édition de nouveaux héros et surtout des variantes supplémentaires pour pouvoir jouer à 2 joueurs, puisque le Mare Nostrum original, celui-ci, n'est jouable qu'à 3 joueurs, à partir de 3 joueurs. Donc ici, vous avez une extension qui permet de jouer à 2 et qui permet de jouer jusqu'à 6 avec le nouveau peuple des Atlantes, ainsi que des personnages plus fantastiques, alors que le Mare Nostrum original se joue plutôt en historique, en fait. Il y a aussi dans cette version une extension pour participer aux guerres puniques, et donc voilà, donc je ne vais pas vous présenter pour le moment les règles de cette nouvelle édition, car déjà la vidéo règle va être assez longue comme ça, mais peut-être que plus tard j'arriverai à vous faire la vidéo règle de l'extension. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.